Bonjour, bienvenue à toutes et tous, vous qui nous rejoignez à cet événement, mais je vais donner la parole à Karen. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes techniques et j'essaierai de les résoudre. Vous pouvez me contacter sur le chat. Mais entre-temps, donc, je vais donner la parole à Karen Brown Perez, qui est chercheuse à l'Institut international pour l'environnement et le développement. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui du monde entier. C'est vraiment un privilège de vous accueillir à cet événement parallèle virtuel qui s'appelle Améliorer les données pour des synergies entre le genre, le climat et l'environnement dans le cadre de la 69e session de la CSW. C'est un événement qui est le résultat d'un intérêt commun entre diverses organisations, membres de l'Alliance pour les données sur le genre et l'environnement, GEDA, de l'ILIED, donc l'Institut international pour l'environnement et le développement, le caucus des femmes de la CDB, ONU Femmes et la Coalition pour l'action féministe pour la justice climatique, et ce afin de combler le manque de données et faire progresser les synergies entre genre et environnement. C'est un honneur d'ouvrir cette discussion avec un groupe d'orateurs aussi divers et brillants, des dirigeants d'organisations féminines locales, chercheurs, décideurs politiques, qui travaillent tous sur les données à l'intersection de la justice de genre, climatique et environnementale. Nous nous réunissons pour Pékin plus 30, donc Beijing plus 30. Nous sommes appelés à réfléchir sur 3 décennies de progrès. Nous visons à identifier les lacunes persistantes en matière d'égalité. Mais comment évaluer les progrès accomplis si nous n'avons pas les données nécessaires pour avoir une vue d'ensemble? Comment susciter le changement lorsque certaines réalités vécues restent invisibles et que les solutions demeurent cloisonnées? Et comment, dans le contexte politique mondial actuel, ces données peuvent-elles nous aider non seulement à empêcher tout recul des femmes, des droits des femmes, mais aussi à réorienter notre action vers une vision plus globale de la justice entre hommes et femmes. Nous sommes ici pour combler ces lacunes. Nous comprenons que ces données ne se résument pas à des chiffres, mais des faits ou des données chiffrées, mais il s'agit de voix et d'agencéité et de pouvoir. Donc lorsque des segments de la société sont négligés, euh, pour utiliser leurs propres données. Et lorsque les gouvernements intègrent des sources de données diverses mais comparables pour compléter les statistiques nationales, nous faisons véritablement progresser l'ambition de l'ensemble de la société vers l'agenda 2030. Donc cet événement prépare le terrain pour notre événement parallèle en personne le vendredi 21 mars, qui est coparrainé par le Chili, le Mexique, la Colombie, le Canada et l'Irlande. Et nous y partagerons les idées recueillies aujourd'hui au niveau politique avec l'implication des États membres. Donc, ce premier événement se concentre sur l'amplification des perspectives locales, la présentation de la collecte de données menée par les communautés et l'exploration des possibilités de complémentarité entre les différents systèmes de données des acteurs étatiques et non étatiques. Nous allons donc expliquer comment les données communautaires peuvent remodeler la prise de décision et les défis auxquels ils sont confrontés et les outils qui euh, et comment les organisations de base utilisent des outils qui facilitent leur travail. Nous essaierons de recueillir vos points de vue afin de formuler des recommandations concrètes pour cet événement en personne. Nous allons ensuite entendre les perspectives institutionnelles sur la façon dont les acteurs étatiques et non étatiques peuvent travailler ensemble. Nous conclurons avec un appel à l'action et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et nous réjouissons à l'idée d'une discussion riche qui nous attend. Et donc, je vais présenter ici notre modératrice, Ivana Feldweiler, de Data Genelo. Merci beaucoup de me donner la parole, Karen. Je vais modérer ce prochain panel avec des perspectives, donc, qui s'appelle Perspectives de terrain, collecte et utilisation des données dans la pratique. Donc, ce sont des données euh, de, d'organisation de terrain une discussion autour de la génération de données depuis une perspective locale. Ensuite, il y aura une session de questions-réponses avec des échanges d'idées. Je vais présenter les panélistes. Bienvenue à Rachel Kagoya, qui est directrice de Roots Kenya, de la coalition d'action FACJ. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est une, ex- une opportunité extraordinaire de participer à cette réflexion sur Beijing plus 30. Donc Rose Kenya regroupe plus de 500
organisation locale au Kenya. Nous avons été fondés en 95, au même moment où la déclaration de Beijing était signée en Chine. Et donc, nous célébrons également nos 30 ans d'existence. Et donc, cette année est l'occasion de prendre du recul, de réfléchir et de également renforcer nos ambitions, nos engagements et nos raisons d'être pour être plus efficace et euh, être, avoir plus d'impact sur les communautés. Nous avons un modèle qui s'appelait euh, le modèle mené par les championnes, qui est un modèle fondé sur des leaders euh, locaux, qui ont une très bonne compréhension de leurs contextes locaux, mais une connaissance des priorités et des défis de leur terrain, qui euh, participent au travail de rapportage sur différentes questions qui touchent leur terrain et qui ont un impact qui va bien au-delà des projets. Roots Kenya essaie de renforcer leurs capacités et donner plus d'ampleur à leur travail dans les processus de prise de décision et s'assurer également que leurs visions sont intégrées avec des dialogues et des consultations auprès du gouvernement. Et on essaie aussi de faire demander des comptes sur les politiques qui sont menées au niveau des communautés. J'aimerais commencer à euh, d'abord souligner l'importance de la perspective de terrain sur le sujet des données. Les données sont cruciales. Les données, c'est un peu le socle de notre travail. Et les données sont un outil très utile pour raconter nos propres récits, nos propres histoires dans notre propre langage, avec mm, la possibilité de définir les défis auxquels nous sommes confrontés et aussi les solutions qui sont apportées au niveau communautaire. Et ça permet aux organisations communautaires de définir leurs propres le problèmes et les solutions. Et également surveiller un petit peu les évolutions. Car on ne connaît jamais assez aussi bien les problèmes de terrain que lorsque on y vit et qu'on y est confronté. Et donc ces données euh, sont un véritable socle qui permet de réaliser ce travail de plaidoyer. Il y a différentes manières de recueillir les données de la part de Groots Kenya, et j'aimerais ici en partager quelques-uns. Nous devons apprécier le travail de production de données et également d'analyse de données de la part des organisations locales et de terrain dans toute leur diversité, avec différentes manières de procéder. Et donc, nous recueillons des données depuis des années sur les droits fonciers, sur l'éducation, sur la santé, la résilience économique et différents sujets. Et nous y travaillons avec nos championnes et champions pour donc recueillir ces données et les utiliser afin d'influencer les politiques et de demander des comptes. Je vais donner un exemple. Il y a eu une enquête sur la santé au Kenya en 2022 qui a été menée. Le gouvernement disait que 25% de la population euh, possédait des terres et seulement 7% des femmes étaient des femmes. Or, ces femmes contribuent avec leur travail à l'exploitation de ces terres. Et donc ici, il y a un manque criant de données, puisque l'appropriation euh,
Donc cette exploitation de plus de 70% des terres par les femmes montre bien les différences en termes de genre. Et il faut s'assurer que les femmes non seulement possèdent les terres, mais peuvent également y accéder et les utiliser. Donc on a mis en place une boîte à outils l'année passée qui s'appelle donc déverrouiller l'utilité des données ventilées en termes de genre, et ça montre différentes manières de débloquer donc cette utilisation des données pour le plaidoyer, pour la prise de décision. Cause Kenya est un mouvement, mais le secrétariat fournit un soutien technique. Nous utilisons des données sur le genre pour la programmation, pour obtenir des ressources concernant la violence de genre. Nous recueillons des données également au niveau local, avec des cartographies, des recensements sur les violences de genre. Et ces données deviennent des références. Elles permettent d'alimenter la réflexion sur les services à apporter aux survivantes. Quel type de soutien médical apporter à ces personnes, etc. Donc depuis 2024, il va falloir conclure rapidement, s'il vous plaît. Merci, oui. Il y a eu 2500 survivantes qui ont répondu à une enquête depuis septembre 2024, donc, et donc il y a des données qui sont disponibles. On les a utilisées pour influencer le financement public, les différents cycles budgétaires. Et ce que j'aimerais dire, enfin pour conclure, c'est que en tant que femme euh, présente dans les communautés, nous avons décidé d'utiliser les données locales, car ce sont des données qui sont pleines euh, qui nous donnent beaucoup de pouvoir. C'est du contenu à utiliser pour la participation publique lors des réunions avec les officiels, etc. Et donc un appel à l'action aussi de la part de la perspective locale. Il faut vraiment investir dans les données euh, sur le genre, parce que c'est ça qui donne de l'importance et de la visibilité aux femmes. Et ça permet d'analyser les données, pardon, au niveau communautaire. Il faut faire confiance aux femmes sur ces données recueillies au niveau communautaire qui sont donc générées sur le terrain, sur la base de leur expérience et de leur connaissance du terrain. Merci beaucoup. Merci. Je pourrais t'écouter parler toute la journée, mais nous n'avons pas le temps malheureusement. En tout cas, c'était vraiment très pertinent, très riche. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est important de pouvoir faire confiance aux données, investir dans les données notamment. Maintenant, je vais passer la parole à Sonesiwo Mungulo Wondeye. En espérant ne pas écorcher votre nom, je vous donne la parole donc. Elle vient de Women for a Change du Cameroun et elle fait aussi partie de la coalition d'action FACJ. Merci, merci beaucoup et bon anniversaire à Groots, Kenya. C'est sûr que cette année, il y a de nombreuses célébrations. C'est une année d'héritage, une année de résilience aussi dans nos luttes. Alors, à Women for a Change, nous sommes une organisation de plaidoyer féministe. Nous travaillons à l'intersection entre genre, climat et santé. Nous travaillons à de nombreux niveaux, au niveau ou à l'échelle locale, communautaire, nationale, régionale et mondiale. Par exemple, la Commission sur la condition de la femme, la CSW en anglais. Et on se voit nous-mêmes comme des données vivantes, parce que ce que l'on fait, ce pourquoi on se bat, c'est pas quelque chose d'extérieur ou d'étranger, ça touche nos vies au quotidien. Et on se considère nous-mêmes comme des preuves vivantes
de l'impact de nos travaux sur le progrès des conditions des femmes. Par exemple, quand on se rend dans une réunion et qu'on parle de nos expériences en tant que personnes qui subissent des inondations ou d'autres catastrophes climatiques, on ne parle pas de quelque chose qu'on a lu dans un document, on parle de quelque chose qu'on a vécu. Si on dit, bah, ma maison a été détruite par des fortes pluies, par exemple, ça, ce sont des statistiques que l'on fournit, mais de manière alternative. Il y a des données fournies par produites par des citoyens, citoyennes. Parfois, dans l'espace politique, ces données ne vont pas être prises en compte en tant que données, mais dans une certaine mesure, ce sont des données qui émanent des points de vue et des expériences individuelles. Et comme Rachel l'a dit, il faut qu'on fasse confiance à ces femmes, c'est leur réalité, hein. Et c'est quoi sinon les données? Quels sont les genres de données que l'on veut collecter? Et deuxièmement, grâce à nos travaux, on pense que c'est pour nous, par nous, ces données. L'idée, c'est d'ouvrir, de permettre un accès à ces données pour que les femmes puissent avoir l'opportunité de faire partie des discussions, aussi au niveau communautaire, qu'elles puissent participer avec leurs propres histoires, leurs propres réalités, pour pouvoir influer sur les discussions qui se tiennent à l'échelle communautaire. Par exemple, récemment, il y a eu de nombreux incidents et catastrophes d'inondations à travers le pays, des inondations et il y a eu une demande d'évacuation d'urgence. Et ce communiqué venait vraiment de la capitale, des ministères, de la hiérarchie. Et cela disait en gros que tout le monde devait être évacué de cette région. Et les femmes se sont réunies et ont dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Avant d'évacuer, il faut qu'il y ait des mesures qui soient mises en place. Et donc, finalement, il y a une sorte de dialogue politique qui s'est organisé avec les fonctionnaires, avec les officiels et avec des représentantes de cette communauté. Et ça a vraiment porté ses fruits parce que ce communiqué a pu être au départ mis en place sans la participation des communautés. Et puis, grâce à ces discussions, grâce à cette organisation, eh bien, il y a eu une prise en compte de leur avis dans la réinstallation, etc. Et depuis, les femmes font partie de ces discussions. Et c'était une initiative qui venait des femmes. On s'est dit, il faut que notre voix soit entendue aussi par les décideurs politiques pour qu'ils sachent ce qu'on ressent, quelles sont nos expériences. Voilà, ça c'était un vrai impact, hein, ça a été vraiment suivi des faits. Et depuis, eh bien, c'est mieux pris en compte quand on planifie ou quand on gère des catastrophes naturelles de ce genre. Donc, dans les instances politiques aussi, on entend des statistiques, mais pour ces femmes, euh, le vécu, c'est aussi des données. Et après, comment est-ce que ces conversations, ces discussions peuvent alimenter ce qui se passe au niveau mondial? Par exemple, ici à New York, nous participons à ces événements, on partage nos récits, nos histoires, on apprend les unes des autres. Et par exemple, écouter Rachel, savoir comment elle s'organise au Kenya, comment ces mouvements locaux ont pu maintenir cet élan depuis 30 ans. Ça, ce sont vraiment des partages, ce sont des sources d'inspiration. Parce que on peut dire, en échange, on peut dire, voilà comment on fait au Cameroun, voilà comment on fait dans telle ou telle communauté, à l'échelle locale. Et quel que soit en fait le niveau d'éducation ou d'alphabétisation, voilà ce que nous faisons. Donc, encore une fois, ce sont des moments d'apprentissage pendant lesquels on se relie au mondial et on ramène le mondial à notre échelle locale en disant, voilà, on peut construire cette conversation et maintenir un élan, un dynamisme. Voilà, pour résumer, mon appel à l'action serait de dire qu'il y a des interconnexions, des croisements du local au mondial et du mondial au local. C'est pour ça qu'on a besoin d'une conversation intersectionnelle pour aborder les problèmes à différentes échelles, les problèmes d'injustice auxquels sont confrontées les femmes. Merci, merci infiniment pour cette intervention très riche à nouveau. Et sans tarder, je passe directement à Sadia Saty de l'Institut politique sur le développement durable au Pakistan. Merci, bonjour tout le monde. Je suis enchanté de faire partie de cet événement parallèle au moment de célébrer Beijing plus 30.
Sur ce sujet, femmes, environnement, climat et le lien entre ces différents éléments, si on pense à l'ODD 5, il y a un progrès au niveau mondial, mais aucun objectif de développement durable a été pleinement atteint, qu'il s'agisse de l'ODD 5 ou 13, 17. Tous ces objectifs de développement durable n'ont pas été atteints. Si on regarde euh, l'hémisphère sud, en Afrique par exemple, les grands défis continuent à être non euh, résolus. En Asie du Sud-Est, il y a d'immenses défis également, la pauvreté qui progresse. Il y a certains progrès, par exemple en matière d'éducation ou de réforme, mais l'ODD 5, sa progression finalement même, c'est plutôt une régression dans la mise en œuvre. Alors moi, je viens d'un pays qui est vulnérable d'un point de vue climatique. Au Pakistan, en 2022, il y a eu d'énormes inondations. 30 millions de personnes ont été touchées par ces inondations. Et quand il s'agit des données, il n'y a pas vraiment de données ventilées ou désagrégées. Sans ces données, eh bien, on ne peut pas savoir combien de femmes ont été frappées par ces inondations, quelles ont été les pertes économiques ou les conséquences en matière de santé, entre autres. Donc, dans l'hémisphère sud, des pays comme l'Inde, le Brésil, le Nigeria, des catastrophes ont eu lieu récemment, des catastrophes climatiques, et les femmes sont plus vulnérables, bien sûr, dans ces pays. Au sujet de l'agriculture, vous le savez, les femmes dans l'hémisphère sud travaillent beaucoup dans l'agriculture et c'est un secteur qui est touché fortement par le réchauffement climatique. Donc ça a un impact sur les ressources, sur les revenus des femmes. Et puis également la pauvreté énergétique. Un tiers de la population mondiale dans l'hémisphère sud manque d'accès à l'électricité, ce qui empêche finalement les femmes d'accéder à des ressources économiques et à favoriser un revenu, à produire un revenu pour leur foyer. Maintenant, le rôle des données, eh bien, c'est très important. Par exemple, il y a un projet en Argentine de collecte des données par le PNUE. Les jeunes, notamment, sont impliqués pour collecter des données. Ce type de mécanismes peuvent être amplifiés dans d'autres pays du Sud. Ça aiderait la participation des communautés. Ça permettrait aussi de récupérer et de collecter les connaissances traditionnelles et autochtones. Quand on parle de changement climatique, il faut qu'on trouve des solutions localisées. Donc il faut des données ventilées par genre pour voir l'impact différencié auquel sont confrontées les femmes et notamment aussi par rapport à l'agriculture à petite échelle. Le lien entre la pauvreté, la santé, l'insécurité alimentaire et ces impacts climatiques. Donc les données pourront informer ensuite des politiques qui tiennent compte du genre et aborder et résoudre les inégalités structurelles, par exemple accès à la santé, accès à l'éducation, accès au foncier. Tout ça, c'est important pour permettre de la résilience des femmes. Et des données qui viennent de la base des communautés peuvent aider les décideurs publics à mieux comprendre les réalités aussi des communautés, notamment dans le contexte du changement climatique. Aujourd'hui, 85% des pays euh, contiennent ou plutôt mettent en œuvre des politiques au climat, liées au climat qui tiennent compte du genre. Notamment, ça figure dans les CDN, les contributions déterminées au niveau national. Les données liées à ces aspects locaux sont normalement inclus dans les CDN. Autre rôle maintenant, c'est améliorer les capacités
des communautés locales grâce à des connaissances, grâce à l'accès à des données sur le changement climatique notamment. C'est vrai en particulier pour les femmes qui en général subissent la plus grosse part des conséquences climatiques et ce qui contribue à l'explosion des inégalités dans les pays du Sud. Ça permettra aussi de promouvoir l'égalité de genre, cette production et cet accès aux données à l'échelle locale pour la prise de décision, pour les opportunités ou l'émancipation économique. Ce partage d'informations est essentiel pour des interventions qui promeuvent l'égalité des genres et qui permettent l'autonomisation des femmes. Autre rôle des données et de la collecte de données par les populations locales, c'est que cela promeut les initiatives venant de la communauté. Par exemple, lorsque ces communautés montrent des preuves et collectent des preuves de l'efficacité de telle ou telle initiative ou de projets locaux qui abordent ou qui traitent des problèmes liés au climat. Je ne vais pas prendre trop de temps de plus, mais si on investit dans la collecte de données à l'échelle locale, eh bien, ça permet beaucoup de choses. Donc, il faut soutenir cette collecte de données locale. Il faut ensuite analyser ces données pour les utiliser dans les sphères politiques. Donc, il y a des financements pour la collecte de données au niveau local qui sont nécessaires. Et il faut promouvoir des politiques qui tiennent compte du genre. Voilà, ces données à l'échelle locale pourront informer des politiques pertinentes pour la gestion du climat et qu'il y ait une prise en compte pertinente et importante des femmes dans les décisions. Et cela permettra encore une fois de favoriser des initiatives locales. Grâce à ces données, cela pourra donc intégrer de manière efficace les aspects de climat et de genre et améliorer de ce fait les impacts et la mise à l'échelle. Merci beaucoup. Une question très importante. Vous l'avez peut-être mentionné auparavant, donc l'implication de la jeunesse et l'investissement dans ces initiatives et également soutenir les mouvements locaux. Je vais maintenant passer la parole à Tani Preyer de l'association Women of the Arctic. Bienvenue. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Tani Pryor, je co-dirige une très très petite euh, organisation non lucrative qui s'appelle Women of the Arctic. Je vais partager ici une photo des visages qui ont participé à nos événements, puisque je ne veux pas juste mettre en valeur mon visage. Donc nous nous penchons sur les questions d'égalité de genre liées spécifiquement aux femmes dans la région arctique, qui est un peu différente euh, par rapport aux autres régions représentées. Nous rassemblons des femmes, que ce soit en présentiel ou en virtuel, qui travaillent sur différents domaines du cercle polaire nord, notamment le problème des données. Nous avons deux projets séparés qui se focalisent sur les données dans la région arctique et j'aimerais partager certains des résultats que nous avons pu euh, récolter. Donc, pour ce qui est du contexte, l'Arctique est vu maintenant comme une vitrine de ce qui nous attend avec le changement climatique et c'est une région qui est au carrefour de huit différents États, la Norvège, les États-Unis, etc. Et donc, toutes les questions liées aux données dans cette région est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on attend, puisque même si ces États arctiques, comme l'Islande, la Norvège, la Suède, sont très hauts dans la hiérarchie au niveau des données. Il y a très peu de données sur les dynamiques de genre entre la partie nord et sud de ces États. Et donc, avec notre modeste expérience, on voit que, en réalité, c'est un petit peu différent. Il y a des données qui circulent euh, entre collègues du Nord et du Sud.
Et la gouvernance, malheureusement, dans l'Arctique, ne met pas la priorité sur l'autonomisation des femmes, même si il y a quelques victoires dans les États séparément. Donc voilà un petit peu l'état de la situation sur le genre et la donnée. Il y a eu un rapport en 2021 sur les données, le premier de la sorte, qui parlait donc d'autonomisation, de gouvernance, de voir quel est l'état des données. Et nous avons pu voir que il y a une grande diversité de données dans la région arctique et celles dont nous disposons sont assez fragmentées. Beaucoup des connaissances que nous avons se basent sur des études de cas individuelles qui ne montrent pas forcément une vue générale. Par exemple sur les pêcheurs en Alaska ou sur des communautés spécifiques en Norvège. Et donc les défis, ça concerne l'analyse et également le plaidoyer pour développer des bonnes politiques. On voit aussi des équilibres. Il y a un passé colonial et il y a une reconnaissance du genre comme important dans certains contextes, mais pas dans d'autres. Et donc il y a une évolution dans la manière de comprendre le genre par les communautés à travers le processus de colonisation. Et donc il y a pas mal de débats actuellement avec le changement de contexte politique, évidemment. La communauté universitaire se développe, mais il y a peu de données exploitables au niveau de la région arctique spécifiquement. Et donc nous œuvrons à essayer de développer cette compréhension de l'expérience de changement climatique spécifique à notre région. Ces dernières 20 à 30 ans, nous avons vu qu'il y a un biais souvent masculin. On a une intégration de données de la part de pêcheurs, de chasseurs, de personnes qui ne travaillent pas forcément la terre et donc qui ne sont souvent euh, pas des perspectives féminines. Et donc on essaie de comprendre pourquoi. Et donc il y a un autre projet sur lequel on travaille qui s'appelle qui, qui, euh, qui œuvre à développer des systèmes qui envisagent donc des observations au niveau communautaire pour bien comprendre comment opérationnaliser des mesures visant l'égalité. Parce qu'il y a des données qui ne sont pas forcément parlantes en fonction des différentes régions. Les statistiques sont différentes. Parfois, on prend en compte l'ethnicité, parfois pas. Et souvent, c'est pas très propice à intégrer les visions des communautés locales. Et donc, leurs connaissances sont euh, laissées de côté et donc elles ne sont pas intégrées de manière idoine. Et donc, nous avons aussi relevé des défis supplémentaires, comme je l'ai dit, les variations interdisciplinaires. Il y a également une reconnaissance croissante des acteurs non étatiques et une pression pour le développement de bases de données, euh, mais elles n'ont pas encore été complètement intégrées, donc il y a une pression pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on appelle de nos voeux vis-à-vis des États membres? Eh bien, on aimerait la reconnaissance des données collectées par les acteurs non étatiques, les acteurs locaux, dans le contexte de la région arctique, puisqu'il s'agit de communautés très très réduites et il y a une histoire de collecte de données qui est marquée par la colonisation et il faut aussi que les États reconnaissent que les communautés ont leur propre manière de récolter les données et leur propre manière d'observer euh, la réalité. Et donc, il faut prioriser des méthodes qui permettent d'intégrer les connaissances scientifiques et autochtones.
Et il faudrait aussi développer donc, ces données ventilées en termes de genre. J'imagine que tout le monde est d'accord ici, on en est toutes conscientes. Et donc, renforcer les capacités. Souvent, les scientifiques euh, sont très enclins à intégrer des données ventilées en termes de genre, mais ne savent pas par où commencer. Et donc, développer ce travail pour leur faciliter la tâche. Voilà, je vais en rester là, merci. Merci beaucoup, Tani, c'est très euh, inspirant. Nous travaillons avec des communautés très petites qui ont parfois du mal à faire remonter les informations et, et donc c'est important de pouvoir essayer de se développer ensemble. Je vais ensuite passer donc la parole à Roselyne de l'ONU Femmes et Rio de Jena. Jeddah, pardon. Jessamine. Merci beaucoup, Ivana. Donc, nous allons maintenant passer à la session suivante. C'est vraiment très intéressant, toutes ces interventions des panélistes sur comment améliorer les données. Et maintenant, nous allons passer à une session interactive. Donc, l'idée, c'est d'entendre un petit peu les participants et d'ouvrir un espace pour la discussion avec des questions qui sont sur le chat. Nous espérons pouvoir en discuter euh, pour renforcer notre travail de plaidoyer, en identifier des défis communs. Je vais commodérer cette session avec Karen. Et donc, il y a un lien qui vient d'être posté par Karen vers le Mentimeter. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est un outil interactif qui vous permet d'écrire vous, euh, ce que vous pensez. Ça nous permet de discuter un petit peu des points essentiels selon vous. Voilà. Voilà, donc je partage le lien vers le Mentimeter. C'est assez facile à utiliser. Il suffit de cliquer sur le lien. Et la traduction et l'interprétation est également disponible, donc vous pouvez y accéder dans votre langue. Alors, la première question est, vous pouvez aussi utiliser mentimeter.com pour y accéder. Quels sont les plus gros défis rencontrés par les groupes populaires et féministes pour que leurs données soient reconnues et utilisées à l'avenir? Donc, il y a différentes options ici. C'est euh, des options qui sont déterminées, mais on essaie de développer cela. Donc, il y a le manque de financement, de ressources, de soutien financier. Ensuite, la résistance des institutions, manque de soutien ou des soucis administratifs, face à la bureaucratie. Ensuite, il y a le manque de méthodologie standardisée, harmonisée. Il y a euh, un la préférence de données quantitatives plutôt que qualitatives. Donc le type de données qui sont valorisées. Actuellement, il y a beaucoup de, de poids donné aux récits, aux recherches participatives, aux données qualitatives, et les données quantitatives ne sont moins. Et enfin, autres raisons. Donc manque de financement, manque de... N'hésitez pas à partager vos opinions et vos réponses. Ok, peut-être qu'on peut passer à la question suivante. Ok, merci beaucoup, Claudia. Alors, moi, j'ai travaillé pour ONU Femmes
et j'ai participé à la coalition d'action Action féministe pour la justice climatique. Donc la question suivante, c'est quelle est l'action qui aiderait le plus efficacement les efforts de collecte et d'utilisation de données menés par les communautés? Collecte et utilisation. Et donc ici, c'est crucial de vous entendre sur ce qui est le plus urgent pour vous. Il y a des propositions de réponses et on va utiliser vos réponses pour alimenter la session présentielle du 21 mars prochain. Et donc vos réponses ne sont pas juste limitées à cet exercice, c'est vraiment crucial que vous participiez. Alors, les différentes options pour cette question, c'est les financements, encore une fois, la reconnaissance par les institutions. Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas assez reconnu par rapport au travail, à l'importance de ce travail? Et vous avez l'impression que sans reconnaissance, vous n'arrivez pas à vos objectifs. Ensuite, les partenariats avec d'autres acteurs, po- partenaires potentiels, que ce soit des organisations locales, des ONG, des organisations internationales. Quels sont les partenariats dont vous avez vraiment besoin? Ou alors est-ce que ça repose sur des questions de capacité qu'il faudrait renforcer? Il ne s'agit pas seulement de renforcer les capacités de bas en haut, mais également de former le personnel dont nous avons besoin. Vous pouvez aussi formuler vos propres réponses. Je crois que c'est très important, évidemment, d'entendre vos points de vue si il manque des options de réponse à cette question ici. Alors, Alors, ce qui est important ici, on voit beaucoup de réponses liées au financement, mais on voit que ça va avec capacité. Très souvent, le financement, c'est une question de capacité, même si les capacités ne se réduisent pas au financement. Donc ça, c'est très intéressant de le noter. Il y a aussi reconnaissance par les institutions, qui est pas mal mentionné. Enfin, beaucoup d'ailleurs, 73. Donc financement, reconnaissance et capacité sont les trois premières réponses. Ensuite, partenariat qui vient derrière. C'est assez équitablement rétabli en fait. Claudia, il me semble qu'il y a une dernière question. Merci Rosalind. Il y en a deux autres, je ne crois pas. Je crois, pardon. Donc, alors, troisième question. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran la troisième question? Oui, dans le chat, décoloniser la collecte de données qui n'avaient pas pu être écrites. C'est bien noté. Alors, quels sont les changements politiques spécifiques qui sont nécessaires pour garantir le fait que les données sur le genre et menées par les communautés ou créées par les communautés sont valorisées dans la prise de décision? Alors, reconnaissance officielle, inclusion dans les rapports nationaux, intégration dans les accords internationaux, financement direct pour le suivi communautaire et autres. Donc ça relie aussi à la première question hein, et aux besoins de soutien financier. Voilà, il faut des financements pour produire les données. Alors, bien sûr, reconnaissance officielle, hein, on l'a vu aussi, et c'est transversal. Dans tous les secteurs, on valorise, par exemple, enfin, qu'il faut que les données venant des citoyens, citoyennes soient valorisées. On voit beaucoup de réponses sur inclusion dans les rapports nationaux. Le fait que, par exemple, les données de la communauté
ne sont pas toujours intégrés dans les contributions déterminées à l'échelle nationale, les CDN, ou dans d'autres instances de prise de décision. Et quatrième question maintenant. Oui, la quatrième question est une question en fait ouverte, et pour que vous puissiez dire un petit peu plus librement ce que vous voulez dire. Quel serait un exemple dans lequel les données sur le genre formulées ou produites par la communauté auraient influencé des actions et des politiques de synergie environnement-genre? Ça peut être dans vos travaux ou quelque chose que vous auriez observé ailleurs et qui, d'après vous, illustre très bien cette discussion. Des données qui venaient des communautés, qui auraient vraiment été utilisées ou qui auraient fait une différence pour des politiques et des actions qui font le lien entre genre et environnement. Dans, par exemple, des politiques qui auraient été rédigées et dans des mesures ou des actions qui en émaneraient, qu'il s'agisse de programmes, de projets ou d'autres types d'actions. Très bien. Donc, on voit là, par exemple, des données sur les mangroves qui sont venues des communautés dans une zone côtière, littorale, au Cameroun, au Népal. Au Népal, une disposition obligatoire pour l'inclusion du genre, ce qui améliore le rôle de leadership des femmes et d'autres populations marginalisées. Si on descend un peu, Cameroun, donc les femmes ont organisé une réunion publique avec les décideurs politiques pour partager avec eux leur opinion, leurs pensées euh, sur le plan d'évacuation et les suggestions liées. Ensuite, on travaille avec quatre agriculteurs, agricultrices et éleveurs, éleveuses, des organisations hein, pour faire progresser les droits des femmes. Ouais, c'est fantastique tous ces exemples très pertinents. Je pense qu'ils reflètent bien les questions qui vont être discutées lors de l'événement parallèle en présentiel et puis pour d'autres types d'événements, elles seront utiles. Claudia, je pense qu'on peut peut-être répondre à des questions qui ont été posées dans le chat, dans la fenêtre de discussion, ou d'autres commentaires. Si certains, certaines veulent prendre la parole, c'est possible aussi. Oui, bonne nouvelle. Katie, notre euh, intervenante qui restait, qui n'était pas encore en ligne, vient d'arriver. Merci. Très bonne participation dans le Mentimeter. Alors, on voit que effectivement le besoin de financement, c'est l'un des éléments qui ressort le plus. Aussi beaucoup de réponses pour le soutien de la part d'institutions et puis de l'articulation entre organisations. Par rapport aux perspectives de la base, on l'avait entendu tout à l'heure, maintenant Cathy Marcelo, qui est présidente de l'Organisation nationale des femmes autochtones des Andes et de l'Amazonie du Pérou. Elle a la parole maintenant. Elle va nous parler de son expérience dans la production de données par des femmes autochtones. Katie, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous depuis le Pérou. Nous, à Onamiap, pour nous, c'est très important de pouvoir participer. Voilà, je vous disais que c'est euh, très important pour nous de participer. Nous participons au Forum mondial sur les données.
nous sommes dans un contexte politique dans lequel il y a une régression des droits des femmes et notamment des femmes autochtones. Et la collecte de données est très importante, justement parce que les peuples autochtones doivent passer de l'invisibilité à la visibilité, à faire partie des statistiques, des données, d'être prises en compte. Alors, comment on le fait? On a entendu le terme décolonisation des données ou de la collecte d'informations. En effet, c'est très important pour nous parce qu'ils ont toujours voulu nous faire disparaître, nous invisibiliser dans les politiques, n'ont pas pris en compte les points de vue et la perspective des peuples autochtones. Par exemple, pendant la pandémie, il n'y avait pas de données concernant les populations autochtones. Donc pour nous, c'est très important ces questions-là. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour collecter ces données? L'une des questions, c'est quels sont les défis auxquels nous avons été confrontés en matière de collecte de données? Eh bien, nous sommes conscientes de l'importance de cette collecte de données, mais c'est très difficile, précisément dans ce contexte qui est le nôtre, en tant que pays, ici, ou en tant que région latino-américaine. Autre chose, les personnes qui collectent les données doivent comprendre notre cosmovision. Nous, par exemple, dans nos territoires, tout a vie. S'il y a un territoire sacré, si on perd une source d'eau, c'est comme une perte de vie, des pertes en vie pour nous. Donc, comment est-ce qu'on collecte des données si ça vient de l'extérieur? Eh bien, c'est une préoccupation pour nous parce que souvent, les personnes qui collectent des données ne considèrent pas les choses comme nous. Ils vont dire c'est un rocher, alors que pour nous, c'est une vie, c'est un site sacré. Donc ça, c'est un grand défi si cette collecte de données se fait de l'extérieur. Et puis, autre défi, c'est que dans l'élaboration de politiques publiques, on soit pris en compte et que ces données venant de la base soient prises en compte. Nous, en tant que peuple autochtone, ça nous semble être un droit qu'on soit pris en compte, que nos informations soient collectées. C'est vraiment essentiel. Nous avons besoin, par exemple, d'un soutien financier aussi pour pouvoir justement collecter nos données. À Onamiap, on a eu l'expérience de mettre en place des enquêtes d'autodétermination pour être considérés comme des peuples, disons, parce que auparavant, quand les peuples autochtones demandaient des droits, ils nous disaient, mais qui êtes-vous? Combien êtes-vous? Où êtes-vous? Et dans un pays aussi colonial que le nôtre, le Pérou, c'est trop difficile, c'est très difficile pour les personnes de s'auto-identifier comme appartenant à un peuple autochtone. Donc pour nous, ça a été vraiment important, ce processus d'auto-identification ethnique, sorte de recensement par le bas. Et après, justement, ce recensement 2017, 25% de la population nationale au Pérou s'est auto-identifiée comme faisant partie d'un peuple autochtone. Nous pensons avoir désormais plus de droits, plus d'accès à des décisions politiques, notamment. Autre chose, du point de vue de l'ONAMIAP, il y a une plateforme dans laquelle nous organisons des enquêtes à l'échelle communautaire et nous faisons ça aussi dans le cadre de la Déclaration des Nations Unies pour les peuples autochtones. C'est-à-dire, on utilise aussi des données collectives. C'est-à-dire, comment les politiques peuvent rendre plus vulnérables les peuples autochtones. Donc voilà, ce sont des enquêtes communautaires, collectives, et ensemble, peu à peu, on construit des projets. Mais ces données sont aussi alimentent une plateforme mondiale, globale. Mais bon, tout cela est fait, comme je l'ai dit, par nous, par les femmes autochtones, avec un soutien de l'ensemble de la communauté. Voilà un peu ce qu'on a essayé de faire ces derniers temps à Onamiap. Et nous cherchons à collecter, récupérer également notre mémoire historique, notre tradition. Le problème, c'est que souvent, les questions qui nous étaient posées étaient très occidentales.
dans d'autres enquêtes. Il y a des questions qui finalement n'avaient aucun sens, qui ne cadraient pas avec notre type de communauté. Donc il a fallu reformuler, refaire les questions, que les questionnaires ou les enquêtes soient plus pertinentes. Alors il me reste pas beaucoup de temps, mais à Onamiap, ce qu'on a fait pour améliorer la collecte de données, notamment, alors nous avons des propositions. D'abord, faire des ateliers au préalable au sein des communautés au sujet des droits collectifs, pour que les communautés connaissent leurs droits à la fois individuels et collectifs, notamment l'autodétermination. Ensuite, accéder à des subventions et pouvoir participer à l'élaboration de diagnostics communautaires, comme on les appelle. Donc voilà, ça c'est important pour que ces personnes autochtones puissent participer pleinement. Ensuite, identifier des aspects prioritaires qui auraient besoin d'être abordés en priorité. Des besoins de projets. Voilà. Et ensuite, il faut systématiser les résultats des projets. Quelles sont les données qui devront être incluses dans les recensements, dans les statistiques, et en tenant compte de nos perspectives et de nos visions propres. Renforcement des capacités ensuite, euh, notamment dans le fait que les communautés puissent connaître mieux leurs droits et garantir la participation et la représentation des peuples dans les processus de définition et de création politique. Par exemple, la participation intergénérationnelle, c'est vraiment essentiel pour nous. Le diagnostic territorial doit être créé, élaboré à la fois par les jeunes, les personnes âgées, toutes les générations. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans notre organisation. Pour conclure, la proposition centrale qui est la nôtre, c'est dire pourquoi est-ce qu'on fait ces diagnostics territoriaux? Eh bien, parce qu'on veut qu'il y ait des changements structurels, pour qu'on puisse aller vers un horizon politique en tant que peuple autochtone, parce que l'interculturalité pour nous ne suffit pas. Nous voulons que les différents points de vue, les différentes visions des peuples autochtones soient reconnus, parce que c'est un pays plurinational. Il faut mettre fin à cette vision colonialiste avec les voix de nos communautés sur le devant de la scène. Merci. Merci beaucoup, Katie. C'est très intéressant. Je vais passer à l'anglais puisque je dois modérer. Un grand merci, Katie. Donc, c'était très inspirant. Je crois que toutes ces différentes expériences que tu viens de partager montrent qu'il n'y a pas de manuel unique, de méthodologie euh, unique pour faire le lien entre le genre, le changement climatique et l'environnement. On aimerait bien qu'il y ait un manuel pour tout le monde, mais tous ces aspects, cette unicité qui caractérise chaque communauté est un défi pour nous toutes et tous euh, pour euh, de trouver comment faire converger nos différentes expériences et comment faire en sorte qu'elles puissent être exploitables. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Yesamine Encarnacion, qui est conseillère régionale en statistique sur le genre pour l'Asie-Pacifique chez ONU Femmes. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais souligner les efforts des acteurs étatiques et non étatiques pour établir des cadres clairs pour la collecte et l'utilisation des données. Donc il y a des efforts à la fois officiels et informels pour avoir un impact significatif sur les politiques en ce sens. Et donc les données environnementales, historiquement, se sont penchées sur les écosystèmes et n'ont pas fait, ne se sont pas penchés sur les interactions avec avec les humains. Et donc, il faut s'assurer que les femmes, leur rôle, soit reconnu également dans ces efforts. Il y a un programme de données de ONU Femmes qui vise à trouver des partenaires pour développer des indicateurs et des méthodologies pour soutenir les États à combler ce manque de données. Que ce soit des enquêtes, des recensements,
des cartographies, ces données sont des données citoyennes importantes. Et ça permet une meilleure analyse pour une meilleure prise de décision. Et donc, les États membres ont développé euh, des indicateurs sans indicateurs sur le genre et l'environnement qui sont issus d'enquêtes nationales. Et il y a aussi des données qui émanent des rapports sur les ODD. Ça permet une évaluation plus globale. Donc, ONU Femmes soutient les États dans le développement d'enquêtes pour enquêter auprès des deux personnes adultes d'un même foyer. Et ça couvre différents sujets environnementaux, l'impact ou la préparation aux désastres, aux catastrophes, ou différentes diversités de moyens de subsistance, etc. Donc, c'est un outil qui sont disponibles vous pouvez voir dans les pays qui sont dans le cadre bleu ici. Voici des exemples de statistiques qui dérivent des enquêtes qui montrent la différence d'accès aux informations. Tonga, on parle aussi de la, le manque d'accès aux aliments comme impact du changement climatique. Donc, il y a aussi des données géospatiales. ONU Femmes a mené des analyses complètes sur ce type de données. Vous voyez ici en jaune ce que ça peut toucher. Vous voyez ici la corrélation entre le taux de mariage des mineurs et ces différentes thématiques. Et donc, l'ONU Femmes aide à remplir, à combler ces lacunes de données de genre. Il y a différentes solutions pour combler ces lacunes de données. Et par exemple, ici, dans la région Pacifique, on va voir la proportion de personnel qui sont des femmes. Et ici aussi sur la violence à l'encontre des femmes, c'est une consultation. Et donc, c'est des exemples qui nous permettent de montrer la force de ces données citoyennes. La collaboration sur les données citoyennes, ça a été lancée en 2020, lancée par la Commission sur les statistiques, qui a lieu en général une semaine avant la CSW. Ça rassemble des acteurs pour promouvoir bien l'importance des données. Et donc, nous avons développé le cadre de Copenhague sur les données citoyennes pour les intégrer dans l'environnement plus global de données. Et donc, ça souligne le rôle de ces données pour une mise en œuvre durable des politiques. Et donc, la semaine passée, il y a eu un cadre amélioré sur les données citoyennes, donc, qui reconnaît la valeur de ces données dans tout cet écosystème de données. Alors, c'est quoi les données citoyennes? Ça intègre des initiatives menées par des citoyens qui sont engagés à différentes étapes de la chaîne de valeur des données. Et nous assurer qu'il y a une compréhension commune entre les différents partenaires de ces écosystèmes, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. C'est un outil important
pour les organisations de la société civile, les chercheurs et pour leur travail de plaidoyer notamment. Nous avons différents partenaires et notamment dans le projet Women Count, des statisticiens du Géorgie, du Sénégal nous contactent pour essayer de comprendre comment mieux travailler sur ces données citoyennes. Alors, les principes des données citoyennes de la part de populations marginalisées, notamment, en particulier, sont les suivants. Dans le cadre de Copenhague, il a été développé des consultations mondiales et régionales basées sur ces principes, qui sont maintenant au nombre de 13. On a intégré également les commentaires de nos partenaires des communautés. Donc l'indépendance, la participation, la transparence, la sécurité des données. On a beaucoup parlé de souveraineté des données, assurer une gouvernance éthique, et notamment pour les populations marginalisées. Dans ce cadre de Copenhague, on a aussi identifié qu'est-ce qui définit un environnement qui permet une coordination durable, une production et une utilisation durable de ces données. Et donc, le cadre a montré des domaines clés pour soutenir cette transformation. Alors, pour partager avec vous quelques exemples, au Brésil, il y a eu une enquête géologique. Les communautés locales qui ont contribué à la collection, le recueil de données sur les niveaux d'une rivière pendant 12 heures, toutes les 12 heures, pardon. Et donc, ça permet de partager les responsabilités sur ces questions. Au Ghana, euh, il y a eu, donc concernant le l'ODD 14.1.1b, sur la densité des débris plastiques, des déchets plastiques, et il y a eu cette initiative qui a permis de développer également les réseaux existants. Les femmes autochtones sont souvent exclues des décisions sur le climat, malgré leur rôle clé sur les écosystèmes. Et donc, il y a eu un projet en Colombie pour leur permettre de recueillir euh, des données sur l'impact climatique et alimenter le travail de plaidoyer avec des réseaux renforcés et essayer de s'assurer que leur voix soit entendue. La semaine passée, nous avons aussi eu une discussion avec le responsable en chef des statistiques de Colombie, du Bureau national des statistiques de la Colombie, qui nous a montré que pour la première fois, parce que auparavant, les zones de l'Amazonie en Colombie étaient souvent exclues des peuples autochtones dans le recueil des données. Et donc, dans les enquêtes plus récentes, ils ont délibérément intégré les données des peuples autochtones pour s'assurer également que on a des données sur l'impact ventilé en fonction du genre, différencié en termes de genre. Alors, la participation pour la transformation donc des données de genre, ça permet de co-créer des preuves. On voit ici le modèle P4T pour développer un cadre pour faire participer, impliquer, autonomiser, pour développer un écosystème de données sur le genre collaboratif. Voilà, donc n'hésitez pas
à scanner ce code QR pour en apprendre davantage euh, et avoir accès à ces données. Nous avons hâte de partager également les bonnes pratiques sur les données sur des domaines dans lesquels vous travaillez déjà. Il y a déjà eu des partages d'expériences pratiques et nous espérons que après ce webinaire, nous allons rester en lien. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc avant les remarques de conclusion, en effet, il y a des questions pour les intervenantes du panel. Beaucoup de questions très intéressantes sur le chat et le cadre des questions et réponses. Pour les panélistes, il y a Rachel, Sania, Dani, Katie. Il y a une question pour vous. Si vous souhaitez répondre à ces questions, vous pouvez le faire en 2-3 minutes maximum. Nous avons très peu de temps, mais on voit qu'il y a parfois des questions qui partagent les mêmes aspects. Donc, est-ce que vous pouvez partager des, les défis communs dans la collecte ou le partage de données et comment vous les surmontez? Et ensuite, à qui expliquez-vous vos approches et vos expériences et comment ces données reflètent les expériences individuelles et collectives, pas seulement les femmes en tant qu'individus, mais également en tant que collectif. Donc, si vous voulez partager vos expériences, vous avez 2 minutes chacun pour répondre à ces questions. Voilà, donc peut-être Rachel, si tu es encore présente, tu souhaites répondre? Oui, volontiers. Oui, nous vous entendrons. Pardon, j'entendais une autre langue, dit-elle. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, tout va bien, merci. Alors, l'un des défis, je pense que je peux partager, et je crois que la précédente oratrice en a parlé aussi, c'est de pouvoir reconnaître les données produites par des citoyennes et citoyens ou des données alternatives, que ces données soient reconnues. Et ce que Groot, nous, on a fait avec d'autres organisations de la société civile, c'est d'essayer de rencontrer les responsables des statistiques nationales pour faire pression, faire des plaidoyers pour que nos données citoyennes soient acceptées et reconnues. C'est-à-dire, il y a des données officielles, mais qui seraient complétées, complémentées par nos données de la base des populations locales. Alors, il y a déjà un comité qui est censé être euh, en train d'élaborer un cadre pour standardiser, normaliser les données collectées par les populations locales et les acteurs non étatiques. Voilà ma réponse. Merci infiniment et merci d'avoir synthétisé cette réponse dans un très court temps de parole. Sensibou. Oui, au Cameroun, ce qu'on fait, c'est que, et je crois que l'É- l'État est en train de faire et d'intégrer de plus en plus, qu'à chaque fois qu'il y a un processus de validation par le gouvernement, ils invitent les femmes de cette communauté désormais pour valider les résultats et elles peuvent faire part de leur point de vue, de leur réalité. Il y aura peut-être un rapport qui va dire, par exemple, je prends toujours cet exemple des inondations. Voilà, pendant la catastrophe liée aux inondations, les femmes ont reçu des kits d'aide humanitaire. Mais non, nous, on va dire non, c'est pas ça qu'on a vu, c'est pas ça qu'on a vécu. Donc il s'agit aussi de redevabilité, de reddition de comptes, et voilà, de faire en sorte que les choses soient plus transparentes. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on fait actuellement avec et auprès de différents décideurs politiques. Je pense que ce sont des bonnes pratiques pour vraiment valider les données et faire en sorte que les données soient plus inclusives et transparentes. Merci infiniment. Dani, Tani, pardon. Oui,
Que dire? Bien, je pense que nous, notamment ce qu'on a fait, c'est d'essayer de travailler avec différents projets de recherche, différents chercheurs, chez différentes chercheuses, pour voir quel était par exemple un peu leur projet pour les décennies à venir et faire en sorte qu'ils intègrent une dimension de genre dans leurs travaux, qu'il s'agisse de reconnaissance, fait que les façons de faire des chercheuses ne sont pas forcément en phase avec les façons de faire ou la gestion du temps des femmes autochtones, par exemple, ou leur vision. Peut-être que ça veut dire qu'il faudrait aussi des formations pour ces personnes, pour qu'elles puissent créer et collecter des données qui soient ventilées en fonction du genre aussi, désagrégées, comme on dit parfois. Et donc, il faut qu'ils pensent aux aspects humains quand ils développent des services, quand ils élaborent des programmes liés à la collecte de données. Donc faire de la collecte de données et de la production de données à visage humain. Merci Tani. Maintenant, Katie, si vous voulez bien répondre à ces questions également. Oui, par rapport donc à cette question, oui, pour les personnes qui vont aller collecter des données dans les communautés auprès de populations autochtones, il est important de savoir que pour nous, peuples autochtones, les droits individuels sont euh, intrinsèquement liés au droit collectif. Il n'y a pas de distinction aussi claire. Et tout, tout le monde sait dans la communauté que ce qui nuit à la terre-mère nous nuit aussi. Les dégâts sur la terre-mère sont des dégâts que nous ressentons directement. Voilà par exemple ce que j'aurais à dire. Merci infiniment, Cathy. Merci à toutes, à tous pour vos questions et merci à toutes pour vos réponses. On va arriver aux remarques un petit peu de clôture de cette magnifique session. Je vais passer la parole à Amelia Harging du Caucus des femmes de la CDB. Amelia, donc, vous pouvez maintenant faire votre petite présentation. Merci infiniment, Ivana, et merci à toutes les camarades qui ont fait part de leurs réflexions. C'est vrai que c'est toujours un défi de conclure une session aussi riche en expérience et en études de cas, en points à aborder. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est, bon, j'ai identifié 5 points que nous pourrions faire remonter à l'événement qui se tiendra en présentiel pendant la 69e session de la CSW. Première chose, ce serait un appel à l'action. Je crois que rien de tout ce dont on discute ne pourrait avoir lieu, ne pourrait se faire sans qu'il y ait une transformation de la pensée, de l'approche utilisée, de la manière de voir les données. S'il n'y a pas euh, le questionnement sur le fait que les données ne sont pas simplement scientifiques, ne peuvent pas seulement être construites du point de vue cartésien, scientifique, cadré, avec une seule méthodologie. Non, le premier appel à l'action, et je pense que on en est toutes conscientes ici, mais c'est que c'est quelque chose que nous voulons transmettre à d'autres actrices, acteurs. C'est que la transformation des points de vue, des approches est nécessaire. Comment est-ce qu'on pense les données en elles-mêmes? Comment est-ce qu'on envisage les méthodologies à travers lesquelles on essaye de construire une réalité? Parce que, en fin de compte, et même au début de notre réflexion, c'est bien ça qu'il faut se dire. Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? Eh bien, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. C'est ça qu'on cherche à mettre à jour avec les données. Et qui sont les personnes qui peuvent décrire cette réalité? Eh bien, c'est bien ça dont nous parlons ici. Nous appartenons à différentes
Nous, les femmes, nous appartenons à différentes cosmovisions. Nous avons des rôles différents, des manières de penser différentes, qui souvent ont été rendues invisibles. Mais pour comprendre enfin, le fait de comprendre cette différence, ces différents points de vue, ça nous permet d'aller de l'avant. C'est là ensuite qu'on peut aller vers des choses plus pratiques, plus concrètes. Par exemple, l'attribution de ressources économiques, financières, ça c'est urgent. À la fois pour que les institutions puissent se former, puissent se transformer. Parce que très souvent on parle du besoin de capacité pour les communautés, alors que, en fait, ceux qui doivent se transformer et se former, ce sont les bureaux de statistiques nationaux, les agences d'information nationales. C'est dans ces espaces aussi qu'il faut investir des ressources pour que cette transformation ait lieu dans les manières de faire. Et ça va aussi avec le fait d'attribuer des ressources aux communautés aussi pour qu'elles aient la liberté de décider de choisir comment mesurer cette réalité et comment communiquer les données liées à cette réalité. Quelque chose d'important aussi dont on a pu parler, c'est les différents formats. Comment ces différentes données peuvent être partagées, diffusées et comment est-ce qu'on peut les utiliser aussi. Ce volet d'utilisation des données, il est très important aussi. On parle souvent de la production de données, du partage de données et de ressources technologiques et aussi de formation, hein, de renforcement des capacités. Mais en fin de compte, ces données vont être utilisées pour informer des politiques de santé, des politiques liées à l'environnement. Je crois que ça aussi, c'est un appel à l'action. Reconnaître les données qui sont, je crois pas des données alternatives, mais disons d'autres sources de données. Et pour que ces données soient intégrées dans les processus de prise de décision nationale et internationale. Parce qu'on fait aussi le lien avec ces espaces internationaux, les instances dans lesquelles différentes décisions et actions au niveau mondial sont discutées, débattues, et qui souvent se substituent aux réalités plus locales. Voilà, c'est tout pour l'utilisation de données de mon côté. Merci. Merci beaucoup Amélia, très intéressant. Maintenant, je repasse à l'anglais, dit l'oratrice Ivana, pour passer la parole à Kidir Idriss de l'Institut sur le changement climatique et la gouvernance environnementale, ICEG. Merci beaucoup Ivana. Merci infiniment, chers collègues, chers amis, pour vos contributions remarquables d'aujourd'hui. Ça a été un honneur de participer à ces discussions essentielles. La souveraineté des données, la visibilité des données, ce sont des piliers dont on a pu entendre parler, à la fois du Cameroun jusqu'au Pérou, que les réalités vécues soient bien collectées et que cela puisse permettre de converger vers des modifications politiques. On a pu comprendre aujourd'hui que les données, c'est du pouvoir. Le pouvoir d'informer les politiques, le pouvoir de mettre en place des actions, de s'assurer que les voix et les réalités des femmes et des personnes diverses d'un point de vue genre sont bien entendues et prises en compte. Qui dire, pardon. Oui, je voulais mettre en avant les forces collectives derrière cette initiative et notamment l'Alliance pour les données sur l'environnement et les genres, GEDA, euh, GEDA donc qui explore un peu le paysage lié aux données, mais qui intègre différentes perspectives, les connaissances traditionnelles et autochtones notamment, et l'action participative féministe. Aujourd'hui, nous avons 21 experts conseillers en données, 61 unités dans l'hémisphère sud. Entre autres, nous connaissons une forte croissance et nous voulons permettre des solutions équitables. On ne veut pas seulement combler les manques de données, on veut utiliser les données comme un catalyseur d'actions qui tiennent compte du genre et du climat et de l'environnement. Avec une approche féministe,
Aujourd'hui, nos discussions ont bien révélé que les acteurs non étatiques, notamment les organisations de la base, doivent être reconnus comme des contributeurs aux données. Ce sont notamment grâce à leurs expériences vécues qu'elles peuvent alimenter et influencer euh, l'élaboration des politiques. S'assurer que les expériences de l'échelon local soient reflétées dans les décisions politiques. Il faut de ce fait des investissements à l'échelle communautaire pour de la collecte de données, pour le suivi et pour que ces changements vecteurs de transformation se concrétisent. Et il faut une approche plus juste des collectes de données et des synergies entre genre, environnement et climat. Ce n'est pas nouveau. La plateforme d'action de Beijing, il y a 30 ans, avait déjà reconnu ce besoin de données et cet objectif stratégique reste important. Nous devons évaluer l'impact des politiques sur les femmes. Comme l'ont dit les intervenantes, l'invisibilité reste cruciale et un élément central. En allant dans les temps à venir, nous devons nous assurer que les données inclusives soient disponibles, des données qui pourront informer les politiques pour de vrais changements. Nous vous invitons le 21 mars à cet événement avec les décideurs dans le cadre de la CSW et nous vous invitons à nous rejoindre en présentiel pour faire valoir nos revendications et renforcer les stratégies et la convergence entre les CDN et les plans d'action nationaux, les plans nationaux sur l'adaptation. Je vous invite à suivre notre travail en tant que GEDA, Alliance pour des données sur le genre et l'environnement. Notre travail est crucial et ensemble, nous, non seulement nous comblons les lacunes en termes de données, pardon, mais nous aidons à concevoir des solutions climatiques. Merci beaucoup pour votre participation dans ce travail, ce travail collectif. Merci beaucoup. L'interprète s'excuse, il y a des coupures. Merci à tout le monde pour votre présence, votre temps, vos connaissances. Nous concluons donc cette session. Et il y aura des enregistrements disponibles. Merci beaucoup.